Sur le moment, qu'est-ce que je voyais? Pendant la guerre, hein, qu'est-ce que je voyais? Au début, un isolement considérable, dans un océan de, de, de soumission, de- un abattement moral considérable. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait ceux qui levaient la tête, c'était des terroristes. Terroristes. Moi, mon boulot, c'était d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passait derrière lui. C'était nécessaire. Parce que c'était un type qui attirait les foules, Robert, qui attirait, quand il passait quelque part, euh, ça se voyait. Il n'a pas tellement envie de me revoir. C'est d'ailleurs vrai. Il n'a pas envie de revoir tous les témoins de son ancienne splendeur. Hein? Il était en avance de 60 ans, le con, sur ce qui se passe maintenant. Moi, il m'avait semblé sympathique. C'est un type qui avait un allant terrible, un enthousiasme. C'était vraiment un chef. Hein. Il était un peu cinglé. L'ennui, c'est qu'il avait des idées, vous comprenez, c'est ça le problème. Hein. Quelles idées? Oui, ces idées de transformer le monde, de préparer le monde de demain. Hein. Alors, il était aidé par ce qu'on appelait les cogiteurs. Hein. D'où provient cette crise? Elle provient de ce que l'humanité n'a pas pris conscience de la signification de sa conquête. Elle n'a pas compris qu'à un bouleversement économique est nécessairement lié un bouleversement des rapports moraux, intellectuels, politiques. C'est pourquoi la première révolution, la révolution nécessaire, c'est la réadaptation de nos consciences. Il nous faut savoir à quel destin cette puissance mécanique nous permet d'aspirer. Il y va de notre liberté et de notre vie. Que notre volonté domine ce mouvement économique aveugle qui, aujourd'hui, nous entraîne. C'est moi en janvier 44 à peu près, oui, janvier 44. Ça c'est le camp Cyrus. Il y avait Cyrus, Brunel, moi, Gollenzer. Il était tué en Indochine celui-là. Et sur cette photo, alors ça c'était mon groupe. Là il y a Brunel, je sais pas son nom, ça c'était Bico, Amadis, Charlie. Joe, Nick et Rodin. Voilà le président là. Armor, Aramis, Annette, Alpaga, Bazané, Brest, Bib, Brution, Carrier, Brunel,
Chevassu, Chiron, Cara, Curtis, Cyrus, Drakkar, Dati, Durandal, Dupré, Fresne, Joriose, Gigas, Mimo, Rancy, Simone, Talon, Séveran, Pelvoux, Tony, Yann, tous du service Périclès fondé par Sarrazac Soulage, alias Robert, pour former les cadres nécessaires à l'afflux de réfractaires au STO dans les maquis. Toby, Clark, Quenelle, Charlie. Réfractaires, puis maquisards du Haut-Jura, emmenés par les cadres de Périclès. Il y a 60 ans, ça allait mieux. Hein? Oh ben, il n'y avait pas de problème il y a 60 ans. Oui. Voilà. Alors là, il y a une fille. Pas mis celui-là, je ne sais pas où il a fini. Celui-là, le Marcel Ferraro, il est encore en vie. Puis je ne sais pas où les autres, les filles, ça. À la première page, il y a la photo de mes copains et de mon frangin, enfin tous les copains du quartier. Roger Longchamp. Roger Hybride. Louis Riga. Totor Cavalli. Jean Zonka. Mon frangin est là au milieu. Et moi là en haut, tout en haut. Au milieu des trois. Et puis, on va cliquer sur l'ambiance. Chouchou! T'as pas été arrêté, toi? Les Français, hein? Pas pour les Allemands. Faut pas l'oublier, ça. Viens voir. Les classes 40, 41, 42 avaient reçu l'ordre de partir en Allemagne, de signer un contrat de 18 mois en Allemagne. Pour le STO, moi, j'avais vraiment pas l'idée de partir en Allemagne, surtout. J'étais un des rares qui ne suis pas fait recenser, qui n'est pas passé de visite médicale. Comme ça, j'ai gagné d'avoir eu des recherches. D'un côté, c'était bien. Mais un jour, quand j'étais chez nous, chez mes parents me disent « Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir ?» Je dis « Non, je ne pars pas, je suis comme les copains, je vais prendre le maquis. » Les motivations n'étaient pas les mêmes pour tous. Hein. C'est-à-dire que moi, on n'était pas, je vais dire carrément, de droite. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui étaient d'abord contre le gouvernement de Vichy. Déjà, Oui, on était contre le gouvernement de Vichy. Déjà, et puis, On n'était pas pour le gouvernement actuel. mon père ayant fait la guerre de 14, il n'était pas pour les Allemands non plus. Il y a eu déjà une manifestation des bonnes femmes, des mères, de ceux qui avaient reçu leur carte, dans la rue qui avaient reçu leur carte le samedi. Ils sont allés gueuler jusque devant la sous-préfecture. Et puis le lendemain, c'est là qu'on a appris qu'il y avait la milice qui faisait sa première réunion au bain-douche. Les bonnes femmes, elles ont sorti les parapluies, puis ça y allait. Hein. Ouais, Dieu. Mais ils ne s'attendaient pas à ça. Hein. Non, mais non, ils ne s'attendaient pas à ça. Quand ils sont sortis, ils ont pris une de ces volées. Ouais. J'ai vu le commissaire de police prendre un marron, puis jongler sur son derrière, quelque chose de bien. Les flics ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils avaient fait venir leur troupe. Et puis dans la nuit, ils ont fait venir des GMR de Bourg, qui étaient devant la mairie, puis ça manifestait là-devant. Ça cognait sur ils cognaient sur les pieds avec leur crosse de fusil, mais ça bourrait, hein, vois-tu, chocho, ben Dieu. Et puis là, c'est là que tout s'est décidé. En somme, les mots d'ordre ont passé. Ceux qui voulaient se sauver, il fallait aller à Sergé. Et c'est là que ça a commencé. Mais ça cognait, hein. Les bonnes femmes avec des parapluies. Oh, si ça y allait, les pauvres vieux. Ça a dû leur passer l'idée. On est allé au chalet des Adrets, le chalet des Adrets était ouvert. On est arrivé par là, par le bois de la... Et puis,
On était entré au chalet par derrière, il y avait déjà quelqu'un qui nous attendait. Et on ne savait pas qui c'était. Les réfractaires des Adrets ont été pris en charge par la Fraternelle, réseau résistant issu du mouvement socialiste coopératif de Saint-Claude. Très vite, la grande affluence dans les chalets incite la Fraternelle à chercher d'urgence un encadrement militaire. Contacté, le mouvement Combat les met en rapport avec Robert Sarrazac-Soulage, qui décide, en août 1943, de transférer les écoles de cadres des Alpes dans le Jura. Oui. Non, mais c'est pour la mémoire. Hein? Oui, enfin c'est... Allez, on s'en va. Wiedersehen. Ouais, Duc, c'est où? Alors, quand on venait depuis le Frénois, qu'on allait jusque là-haut, au Torami en haut, chercher des chevrets. C'est des petits fromages carrés. On allait chercher des chevrets, on passait derrière, là, mais pas là. On traversait, on montait là-bas vers chez le Gindre, pas chez le Gindre, devant chez le Legrand. On montait tout le long, toujours à la lisière des bois, pour pouvoir s'enfiler quand on avait quelque chose. Mais on ne rencontrait personne. Mais quand on a été prévenu par ceux de la Moura que les gendarmes arrivaient, qu'ils ont nettoyé la combe, enfin ils en ont pris là-bas en haut, ils en ont pris un chez le père, un qui était malade, qui était couché chez un fermier, et puis ils sont descendus, mais nous, ça nous a chassés de notre chalet. Un matin, qu'est-ce qu'on voit? Sur le bord de la route, on voyait la route, des cheleux qui arrivaient à pied, hein, et puis un officier à cheval. On est allé voir là-bas, on s'est planqué dans le bois, puis on les a regardés passer. Ils ont passé à 50 mètres de nous, sans nous voir. Vraiment, on n'avait rien, hein, on voulait pas se battre. En mars 1944, 14 réfractaires sont massacrés à la ferme de garde-chemin par l'armée allemande et la milice. C'était un peu le chaos, hein, à un moment, avec la dimension guerre civile très nette. Il y avait l'administration, c'était les collabos, les chefs étaient là, c'était la police, l'armée, la milice, tout ça. Robert m'a, tout à fait au début, quand il ne savait pas trop quoi faire de moi encore, il m'a dit, dis donc, tu vas aller voir 2 ou 3 officiers qui sont des camarades à moi, des camarades d'école ou Saint-Mexan ou je sais pas quoi, je sais pas où, mais j'étais avec eux dans l'armée et ce sont des types bien, allez voir, essaye de ma part, et il m'avait donné un petit mot, et essaye de les recruter. Je me souviens de 3. Il y en avait probablement 2 ou 3 autres, 5 ou 6 que je suis allé voir. Je me souviens de 3. Sur ces 3, aucun n'est venu. Et un au moins m'a très mal reçu. Les 2 autres, blablabla, oui, on va revenir. Misérable pétainiste, misérable officier, misérable bourgeois qui avait renoncé au nom de la discipline, de l'ordre et du réalisme à la lutte contre l'oppresseur.
et qui avez trahi la vocation de la France, nous vous méprisons comme l'histoire vous méprisera. Vous avez servi l'ennemi et son astucieuse propagande, qui n'a pas eu d'autre but que de nous anesthésier pour paralyser notre volonté de lutte. Goebbels et ses séides de Vichy, Marion, Henriot et les journalistes stipendiés n'ont pas eu de souci plus constant que de chloroformer la France pour lui faire oublier que la guerre continuait, que son sort s'y jouait, qu'elle y avait sa place, qu'elle restait en guerre. Nous sommes battus, répétait Vichy, il faut payer. De Gaulle était condamné à mort, et l'on croyait ainsi changer en un cadavre la volonté de guerre d'un pays. Un soir, il s'appressait le travail. On me dit qu'il faut que ça soit fini demain, tape-le. Alors je tapais encore à 11 h du soir. On frappe à la porte. Boum, boum, boum. Oh là là, mon cœur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et Gilbert m'avait dit, tu vois, tu tapes à la machine, tout ce qu'on te donne, mais par-dessous, tu diras que tu travailles pour un théâtre, que tu tapes des scènes de théâtre. Alors tu le tires dessous et tu le mets dessus. Comme ça, s'ils viennent voir. Alors vite, je le fais, je vais ouvrir. Mon cœur qui sautait. Je n'étais pas courageuse. Et vous savez ce que c'était? C'était la défense passive. Ils me disent, alors madame, qu'est-ce que vous faites de ces heures? C'était 11 h du soir. Oh, je leur explique, vous savez, il faut que ça soit prêt pour demain. La défense passive, il y a un ray de lumière qui passe, on le voit du dehors. Vous n'avez pas honte? Il me dit. Oh, ouf, contente. Ils sont partis comme ça. Ma mère qui avait accepté difficilement de me voir entrer dans la résistance, avait d'abord dit oui, puis après dit non, puis etc. Elle m'a dit, écoute, hein, j'accepte, mais à la condition que tu ne quittes pas Lyon, que tu rentres tous les soirs à la maison. J'ai laissé mon travail, je suis rentrée dans la clandestinité au service Périclès. Alors j'ai commencé, il avait été question que j'aille travailler, je crois, autant que je pu savoir, avec Robert. On m'avait dit que c'était le grand chef, Robert. Bon, ben voilà, quoi, on avait des noms d'emprunt, bien sûr. On m'a dit de choisir un pseudonyme. Et puis, je sais plus où j'en étais. Ah, on m'avait emmené à Bron, c'est aux alentours de Lyon, dans une maison isolée. Il n'y avait personne, en plein hiver, il faisait froid, pas de lumière, de bougies. Je rigole, hein. Je t'assure que j'ai pleuré. Hein. Oui, j'ai pleuré. J'étais toute seule, j'avais peur. Alors les bougies, je suis montée au premier étage, dans des placards, des uniformes d'Allemands suspendus. Mon Dieu, mais je suis tombée, Rien à manger, j'ai trouvé des lentilles. Et moi, je m'étais dit, je veux bien faire de la résistance, mais je ne veux pas prendre de risques inutiles. Parce que j'avais travaillé, j'avais été faire un rapport avec un certain Durandal. Je pense qu'il est devenu, je ne l'ai jamais revu. Je crois que c'était un officier d'actif. Et il m'avait dit, oh, vous savez, c'est rien de mourir quand on est jeune, vous savez, c'est vite fait. Il dit, le pire, il me dit, ça m'avait donné quand même un peu à réfléchir. Le pire, c'est d'être torturé. Ah, j'ai dit, bon, ben tant pis, t'as pris le truc et il faut l'accepter. Puis voilà, je ferai donc attention. On faisait beaucoup d'écrits sur le futur, sur ce qui allait se passer, parce qu'on espérait bien que tout changerait et que l'esprit de la résistance resterait, qui n'a pas été tellement suivi, mais enfin bon. Celui-là, je ne sais pas qui c'est. C'est pour reconnaître cette... Après 60 ans, je sais pas, un béret de chasseur alpin. Oui. Mon premier rendez-vous, rue Boissac, hein, et où je devais tenir un journal à la main, hein, et on devait me demander quelle heure est-il, je devais répondre 36 heures. Enfin, c'est rigolo, c'est comme dans les romans policiers, absolument. Là. Et là, on m'a dit, on ne peut pas s'occuper de toi tout de suite, on a donné un autre rendez-vous, place Publique Chavannes, à l'église de la Rédemption, à Lyon. Et là, je me suis trouvé avec deux autres. Nous étions trois. Hein, nous étions trois pendant qu'on faisait nos faux papiers. Rimbe et Pitch, c'est le nom des deux camarades qui étaient avec moi. Place Publique Chavannes, c'est l'endroit où nous étions. Et nous attendions nos faux papiers.
la révolution de la technique, la mondialisation, etc., qui étaient des thèmes chers à Robert. Je dois dire que c'était un homme éminemment impressionnant, du moins pour moi ce que j'en ai retenu. C'était un homme grand, souriant, je dirais solaire. C'était un soleil, il était flamboyant cet homme. Flamboyant, sympathique bien sûr, enthousiaste bien évidemment, décidé à faire des choses. Et c'est là qu'il nous a parlé de l'école des cadres pour la première fois. Sa grande idée, c'était la révolution de la technique. Si la science a accru avec nos connaissances la forme investigatrice de notre pensée, elle a aussi, par la technique, multiplié notre pouvoir sur les choses et sur les hommes. Alors que tout s'effondre, la machine poursuit son essor. Seule la création peut vaincre le temps. Nous ne pourrons donc vaincre le temps dans notre vie qu'en faisant une création continue et une création parfaite. Et puis on devait donc partir dans des maquis pour les former, pour les diriger. Et puis finalement, au lieu de partir dans les maquis, eh bien finalement, au mois d'octobre 1943, il a été décidé qu'on monterait tous dans le Jura. On est arrivé dans le Jura et le lendemain matin, on est parti dans le camion de Jean Grouffillet qui montait du ravitaillement, donc on est monté en camion. On a traversé Saint-Claude, mais sous une bâche, parce qu'il ne fallait pas qu'on nous voie. Et quand on a été dans la montagne, le camion s'est arrêté, il nous a débranchés. Alors là, ça allait mieux. Et on est arrivé à la Bamboche. Donc c'était en... C'est-à-dire au replat, quoi. En fait. Replat, oui. Nous arrivons du replat, nous arrivons du replat. Nous nous arrêtons là. Je suis capable de chanter. Et c'est qu'au mois de septembre, au début septembre, que s'est organisé au replat le service Périclès et que là sont venus à peu près les cadres du Maquis du Haut-Jura. Les cadres du Maquis du Haut-Jura qui ont été un peu tous les anciens, avec Tony, avec bien d'ailleurs. Et c'est là, au replat, à la Moura, que s'est organisé le début du Maquis du Haut-Jura. Ces cadres-là, ils venaient de Savoie. d'Isère. De l'Isère. C'est Barbie qui était là. Et ça, il y en arrivait tout le temps. Toutes les heures, il y arrivait des types avec un sac, une valise. Et ils avaient regroupé, je pense, des espèces d'écoles ou des espèces de maquis un peu dans toute la France. Hein, parce qu'ils en avaient à la Lavandrée, hein, des trucs comme ça. Ils sont tout regroupés là. L'automne s'est avancé, on a vu les paysans mettre des piquets, comme des piquets pour ramer les haricots, entre les poteaux électriques, dans les prés. Qu'est-ce qu'ils font hein? Ça correspond à quoi? Et alors on est allé leur demander. Ils nous ont dit c'est pour ne pas se perdre. Alors on s'est dit si les gens du cru se perdent l'hiver, qu'est-ce qu'on va faire nous hein? Dans le brouillard. Bon, on a dit, bon, ça va, on a compris. Hein. Et en fait, on s'est habitué au climat et à la situation et on s'est pratiquement jamais perdu. On avait... Et puis, Robert trouvait que, comment dirais-je, les gens, tous ces maquisards qui étaient là, ils étaient trop individualistes, si vous voulez, en gros. Hein. Et c'est là où il leur avait dit, il faut quand même rendre service à tout le monde. C'est pas parce que l'un est ceci, l'autre est cela, que, etc. Et entre autres, on a besoin de se chauffer, l'hiver arrive, hein, il faut faire des provisions dans toutes les fermes. Parce que, ça je me souviens, il parlait d'un peu toutes les fermes. On pouvait trouver refuge, par exemple, où se rendre. Et alors, il faut faire des provisions de bois partout. Et il ne faut pas se contenter de ramener, je ne sais pas quoi, des brindilles ou des trucs comme ça. Il avait été, ça, je me souviens, j'avais assisté à ce truc-là, il avait été sérieux. Hein. Ce n'était pas de la plaisanterie ce qu'il racontait.
Je me souviens de la phrase finale. Oui, il faut vous porter à bout de bras, hein, tous, vous ne vous occupez de rien, mais si jamais je baisse les bras, vous vous écrasez comme des merdes. Parce que là, il y avait été... Moi, ça... J'ai jamais tant rigolé, moi. Il y avait un coup de main auquel je ne participais pas, sur des chantiers de jeunesse, et où avaient été récupérés des vêtements, des blousons, des pantalons de jeunesse, et puis de la nourriture, et notamment des bâtons de chocolat, qui étaient à l'époque assez rares. Alors, je n'ai pas participé au coup de main, mais j'ai participé à une équipe qui a été chargée d'aller chercher le matériel qui avait été entreposé je ne sais pas où, et de le ramener. Alors là, une longue marche sous la pluie, de nuit, avec, je me rappelle, mes poches bourrées de barres de chocolat et de je sais pas quoi, tout ça, ça fondait. Et c'était une longue marche qui devait faire, je sais pas, une quarantaine de kilomètres. Et je me rappelle comme ça énormément de marches de nuit, et du problème en particulier, un problème qui paraît idiot, le problème des fils de fer barbelés. Ah oui. Il fallait franchir et qu'on ne voyait pas toujours la nuit. Oui. Mais je n'ai pas du tout un mauvais souvenir de ces marches, bien qu'elles fussent parfois pénibles. Pas du tout un mauvais souvenir de ces marches. Et pour moi, le souvenir du maquis est lié au souvenir de la marche à pied dans des forêts, magnifiques forêts. Il faut dire quand même que c'est très beau. Avec quelquefois un clair de lune, pas toujours. Oui. Mais la forêt de la Frasse, la forêt de... je ne sais plus comment ça s'appelle, les autres. On passait d'une combe à une autre, etc. Et je me rappelle de ma difficulté à identifier les combes. Elles se ressemblent toutes. On croit qu'on est dans une combe ou dans une autre. Ah oui, on s'y perd. On s'y perd. Moi, je me rappelle d'une nuit où je voulais aller des Tuileries au Replat. On s'est perdu dans les combes et on est arrivé chez des paysans qui ont bien voulu nous faire coucher dans le foin. Mais on était très heureux de pouvoir coucher dans le foin parce qu'on était complètement perdus, paumés. Alors j'ajouterais à propos des marches qu'il y avait ces marches qui étaient pénibles, mais il y avait autre chose qui était pénible, c'était les gardes de nuit. Ah oui. Avec le froid épouvantable, on se gelait vraiment, non seulement ce que vous pouvez penser, mais les pieds surtout. Les pieds, on avait les pieds gelés. Quand on faisait 2-3 heures de garde la nuit, avant d'être remplacé, on regardait l'heure pour savoir quand est-ce qu'on serait relayé. Et oui, je me rappelle à Tahur avoir monté la gage de nuit, ah, oui. Un soir, comme ça, dans une espèce de... Il y avait une espèce de guérite. Guérite, oui. Et j'avais pas d'arme. Oui. Et j'avais, je crois que j'avais un truc où il fallait souffler s'il y avait... Ah ben oui, il y a eu une espèce de corne. Oui. Je n'ai pas eu à le faire, mais enfin... Oui. Bien sûr que non, on n'avait pas d'armes. Ah ça, le problème des armes. Et dans le fond, il y avait 3 grands problèmes dans le maquis. Il y a le problème du ravitaillement, qui est un très gros problème quand même pour des groupes d'hommes. Puis de notre âge, on avait besoin de manger quand même. Il y avait le problème de la sécurité, choisir le minimum. Et puis il y a le problème des armes. J'ai essayé de prendre contact avec les chefs. Il y a des cartes, je ne sais même plus vraiment. Négatif, hein, je n'ai rien pu en tirer. Hein. Alors je leur ai dit quand est-ce que Robert va arriver. Ça, j'ai attendu, hein, parce qu'il ne venait pas souvent, Robert. Et j'ai fini par le rencontrer. Mais je pense que j'ai dû le rencontrer peu de temps après l'inspection. L'inspection de Xavier et Cantinier. Puis un troisième, il y en avait un troisième aussi. Et je me souviens que l'arrivée du colonel anglais nous avait impressionnés. On s'était dit, cette fois, on rentre dans la résistance, on rentre dans l'armée, on va se battre. Ouais, c'était un peu d'illusion. Et là, j'ai assisté à l'exposé de Robert sur l'avenir, sur ce qu'il voulait faire. Il a exposé ça à l'anglais et à Cantinier. Alors, il a exposé, il fallait se battre, il fallait se préparer, c'était le moment et tout ça. Et puis, il fallait voir plus loin, il fallait voir l'avenir. Et il a commencé, il a dit, bon, je vais vous faire un petit descriptif du monde actuel.
Là, les gens étaient un peu étonnés déjà. Enfin, il a commencé par parler du national-socialisme, catastrophe, marxisme, communisme, catastrophe, et anglo-saxon, capitalisme, catastrophe. Il a parlé pendant à peu près 20 minutes. Moi, je sais qu'on est sorti un peu atterré parce que l'anglais écoutait. Hein. Alors, demander des armes à l'anglais en lui disant qu'on voulait ficher en l'air le capitalisme anglo-saxon. Donne un chewing-gum, monsieur, les Américains donnaient des chewing-gums. Pas le chocolat. Paix, de bonheur et de liberté, vive la République, vive la France. Le gamin aussi, là aussi, il est beau, c'est aussi détruit. Celui du gamin, il est beau. Non, pas celui-là, non. Ah non, ça, il est bon. Ouais, mais ils font des belles copies maintenant. Ah bah oui, sûrement, puis ils vieillissent. Ouais, oui, parce que là ça se voit au cuir, le cuir, c'est pas acceptable. Et en Normandie, cette année en Normandie, il fallait voir tout ce qui se vendait. Je suis Laxien depuis 38 ans. Comment vous appelez-vous? Christian David. Nous vous demandons tous une minute de silence en souvenir de notre ami Jean Regat. Pendant le dépôt des cendres. Et alors après, j'ai vu Robert, il m'a demandé ce que je faisais, ça a été sympathique. Je lui ai exposé mon affaire, je lui ai dit, je ne sais pas commander un détachement. Il m'a dit, tout de suite, il m'a dit, tu trouves un chalet, tu t'installes dedans, si tu connais des gens, fais-les venir, je t'enverrai du monde et cherche les réfractaires du coin. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est exactement ce que voulait faire Robert. C'était de trouver des gens qui ramassent un peu de tout le monde pour les commander, hein, pour faire des espèces de groupes de 20 à 30. Hein. Puis on a commencé de vivre dans le Jura. C'était de l'enthousiasme. On allait y aller pour les chasser. Pour Noël, je leur avais apporté un cadeau à tous, une petite croix de Lorraine, mais pas plus grosse que ça, que j'avais eue chez une mercière à Vienne, dans l'Isère, qui connaissait je ne sais qui avait fait ces croix de Lorraine. Vous voyez, il y avait des résistants partout, finalement. C'était extrêmement sympathique, tous ces garçons chantaient la Marseillaise surtout, et puis après des chansons de garde de toutes sortes, et puis il y avait des gâteaux qui avaient été donnés par les habitants des alentours. Et même l'instituteur du coin avait fait faire des mots gentils aux enfants, enfin, des petits jouets, des choses comme ça. Il leur avait expliqué. C'était très poignant, hein, parce que ce Noël au milieu de la neige et dans cette atmosphère
ces garçons qui étaient vraiment extraordinaires. Comment il s'appelait, Sarrazac, qui voulait chasser les Allemands par la bombe et la prière. C'est un bon exemple de mentalité des gens qui étaient dans l'organisation. Ils étaient très catholiques. Moi, j'étais enthousiaste pour pouvoir les chasser. Ah oui. Et les gens s'agglutinaient bien. J'ai eu un peu de difficulté avec les réfractaires, parce que c'est des types, ils vivaient peinardement, pour eux c'était des vacances. Hein. On leur apportait à manger, ils allaient au bal le samedi soir, ils jouaient aux cartes, ils ne faisaient pas tellement ni l'armée ni les maquisards. Et eux, je les suis après, ils avaient envisagé tout le camp. Ils se sont dit, tiens, on est tombé sur un militaire, il va nous emmerder, on va foutre. Ben, ils sont restés. Non. Vous n'avez jamais bavé, alors. Si. Vous n'aviez pas froid, Si, non, mais on le cache pas, on les a mouillés. Vous n'avez jamais eu faim. Si. On a eu peur, hein, faut pas rigoler. Là. Oh. Le gars qui vous dirait qu'il n'a pas eu peur, c'est un menteur. Faut pas rigoler. On a fait des bonnes parties de cartes, on s'est peut-être bien saoulé la gueule, on a peut-être bien cassé la coupe, mais pas tout le temps. On les a... Non. Oh là là, il y a des coups, ils n'avaient rien bouffé. Hein. On a enterré les arbres, on ne les a jamais retrouvés dans la machine. C'était moins sévère, c'était plutôt des gens d'expérience qui s'étaient frottés à l'armée allemande quelquefois, qui disaient ben voilà comment il faut faire. Et la plupart du temps, la meilleure chose de conserver sa vie, c'était la fuite. Hein. Puis il n'était pas armé, alors tu sais. J'ai tiré la goupille, puis lui, il a sauté dans les orties. Hein. On était farceurs, malgré tout. Non, mais c'est toi qui as rendu les armes après. Non. Vous savez que t'as plein de pognon maintenant, tu vois, hein. Ça ressort. Hein. Oh, c'était des bons moments. Parlez-en, chef, ce qui reste encore, vous allez voir. Le but, c'était donc de nous former et puis de nous envoyer ensuite en équipe volante 2 par 2. Hein. C'est comme les gendarmes, il fallait partir par 2. Et 2 par 2 dans des régions où on aurait encadré donc des jeunes qui étaient réfractaires au STO pour former des maquis. Et puis donner un certain esprit. On a eu des équipes formidables, comme Carrier, Joyeuse, des types formidables. Mais le nombre de types qui ont été arrêtés, et déportés ou fusillés a été certainement 2 sur 3. Peut-être même les 3 quarts. Oui. Hein? Parce que... Et puis alors... il est certain que dans les Pyrénées-Atlantiques, en Bretagne ou en Normandie ou dans le Nord, on ne nous attendait pas. Les équipes étaient formées, les chefs s'étaient imposés. 6h45, levé, détente matinale. Emploi du temps, première période session du 17 au 22 août 43. 7h15. Épluchage légumes. Lecture collective. 16h30. Travaux de propreté et de coût théorique. Lecture collective. Instruction civique. 11h, 12h. Nettoyage. Instruction de tenue. Pour l'éducation physique. Épluchage légumes. 14h. 18h30. 19h30. Travaux de toilette complète et de mise en tenue du soir. Performance individuelle collective. Coucher. Minuit. Des sessions de formation, des sessions de 15 jours, 3 semaines. Hein. Mais ça a été assez efficace. Là j'ai eu un renseignement, quand j'essayais de faire une espèce d'historique de ça. Il y a Brunel, qui est un ancien du camp de Cyrus, qui est venu me voir, on a passé 2 jours ensemble, et il m'avait raconté, quand il avait fini sa formation, on l'avait envoyé dans un camp, et il est arrivé alors gonflé, il m'a dit, moi j'en voulais, il est arrivé dans un camp qui était en hibernation, hein, j'étais peinard, je ne dis pas qu'il c'était en pagaille, mais ils étaient peinards. Et lui, ça m'avait frappé, c'est que ça prouvait qu'il avait tout de même reçu une formation. Cette formation était efficace, parce qu'il en voulait, et il est tombé dans un truc qui n'était pas
Il est resté, il s'est bien intégré. Mais enfin, c'est la réaction de Brunel, le camp, c'est pas d'importance, mais c'est la réaction de Brunel qui dit j'ai été déçu, je croyais qu'il y avait de l'animation. Hein, ce qui prouve qu'il a bien été gonflé. Hein. J'ai connu aussi, dans un sens inverse, des gens qui avaient fait des sessions et qui n'en avaient pas du tout été contents, parce qu'ils n'étaient pas politiquement, si je puis dire, du même avis que Robert, et qui ont quitté le maquis à cause de ça. Mais je ne peux pas dire exactement pourquoi. Il le trouvait utopiste, etc. Il est avec ses citoyens du monde, etc. L'école de cadre de Robert, c'était un peu l'Uriage du maquis. Voilà. Jean-Marie Domnac était très engagé à Uriage, hein, et il était très, très copain, et dans la résistance à la faculté, il était avec Le Sèvre, qui lui était dans notre école de cadre. Ils avaient certainement des points communs. Et alors là, on a vécu là-dedans sans trop de problèmes, on n'a pas eu d'alerte. Vers le 15 décembre, par là, où on nous a dit qu'il faut se trotter, il va y avoir une attaque des Allemands. Alors on est parti vers le Crêt de Chalam, on est allé à Malatrey. Et on a recommencé de s'installer, de vivre là. Et après, ça a été des errances comme ça, on a changé de chalet assez souvent, quoi. Le 18 décembre 1943, après Manon, le maquis Marguen, proche de Périclès, est attaqué par l'armée allemande. C'est le lendemain même du jour où je suis arrivé, où on m'a dit « Tu es médecin », c'est Chevatsu qui m'a dit ça, « Tu es médecin, viens voir, il y a peut-être encore des survivants ». Et moi, je ne savais pas du tout, et je me suis trouvé tout à coup, il y avait de la neige en abondance, hein, comme parfois il y en a dans le Haut-Jura. Et il y avait là au moins une quinzaine de types que j'ai vus qui étaient morts, ils étaient congelés. Hein. Déjà, ils avaient passé toute la nuit, peut-être davantage, moi là, je restais trop rien. Il y avait au moins 15 types, et il y avait déjà quelques villageois du coin qui étaient en train de les extirper de leur neige. Et c'est là où j'ai vu qu'ils étaient vraiment congelés. Hein, Alors, il n'y avait rien à faire, moi je ne pouvais rien faire. Et puis de toute façon, je vous dis, quand je suis arrivé au maquis, hein, moi j'avais rien. Même pas, je vous dis, même pas un stéthoscope. Robert, je vous dis tout de suite, il m'a dit, ah ben toi, j'avais en gros, d'une façon tout à fait générale, en gros 10 ans de plus que les autres, que les jeunes qu'il avait avec lui. Alors il m'a dit, ah ben toi, tu es le second, c'est pas compliqué, maintenant tu es commandant second du groupe. Ben, je lui dis, mais j'y connais rien moi, hein. En gros, je venais d'arriver. Ah, il me dit, ça fait rien, tu es là, puis tu es médecin, ils auront confiance en toi. Ah ben Robert nous le disait, hein. Toi, oui, t'as une gueule de chef. Mais il ne le disait pas à tous. Non. Il avait toujours besoin d'argent, et je lui avais dit, bon ben, va voir mon père, et sûrement il arrangera quelque chose. Alors, il est allé voir mon père à sa fabrique de soirée, et il a vu mon père et mon beau-frère, et après, il m'en a parlé, il a obtenu ce qu'il voulait. Et après, mon père et mon beau-frère m'en ont parlé, ils m'ont dit, mais ce type-là, il peut vous faire n'importe quoi. Il a une aura, c'est extraordinaire. Moi, je sais que j'avais emmené, en tant qu'étudiant, j'avais emmené un livre, un seul, un gros livre, d'un psychologue qui s'appelle Pradine, et que j'ai toujours, je ne sais pas comment il est encore vivant. Formidable. De même que Kant raconte, enfin plutôt c'est sa femme qui raconte, puisqu'il est mort, que Michel Henry, là justement, quand il est parti, dans son sac, il avait emmené qu'un seul bouquin. Ah bon? Enfin deux bouquins plutôt. Un bouquin de Kant, justement, La critique de la raison pure, hein, et un autre bouquin sur Kant, qui était le bouquin de mon père, voilà, fait par mon père, idéaliste kantien. Pauli a été tué à Bellegarde, il a été tué devant moi. J'étais à 1 mètre de lui, il y a eu d'un coup une rafale, on croyait qu'il n'y avait pas d'Allemands, on était bien tranquille sur le plateau. Hein, et tout d'un coup, il y a eu un tir, une rafale, et j'ai vu Pauli tomber devant moi, et on était à la file indienne. J'étais juste derrière lui. Alors, tout le monde s'est dispersé, bien entendu, quand on a entendu la rafale. Merci. Alors moi, je me suis retrouvé personnellement dans un espèce de trou qu'il y avait, où il y avait des arbres. Hein,
et où j'étais à l'abri parce que c'était un peu creux. Le problème, c'était d'en sortir. J'ai pris mon courage à 2 mains ou à 3. Oui. Et j'ai fait un bond et j'ai retrouvé les camarades qui, la plupart, s'étaient réfugiés sur le versant du plateau. La Vigna et Simone, elles sont parties à la messe, alors elles sont allées se balader. Ah bon? Et comme je suis avec elles dans leur voiture, j'ai fait Ah, puis ça part tout seul. Je vais dessus. Il m'avait dit, ah ben oui, mais tu verras quand tu seras aux Moussières, là, hein, tu vas tomber sur les cogiteurs. Je vous jure, hein, c'est ce qu'il m'a dit, pratiquement mot pour mot. Alors je dis, tiens, les cogiteurs, mais qu'est-ce que c'est? Alors il m'a réexpliqué un peu ce que... Il me dit, bah, en gros, il m'a dit, au lieu de s'occuper de nous faire manger ce soir, par exemple, hein, bah, non, non, ils sont dans les grandes théories, le monde, etc. Bon, moi j'ai dit... On l'appelait les cogiteurs, oui. qui faisaient les conférences, qui discutaient des discussions hautement philosophiques. Et puis il y avait les Sirards. Et puis il y avait quelques personnes comme vous qui étaient entre les deux. Il y avait les types comme nous qui étions entre les deux. Il y avait des étudiants qui étaient en préparation à l'école normale supérieure, c'est-à-dire qui étaient en cagne. Il y avait plusieurs cagneux. Hein. Oui. Il y avait Héron. Ah ben, non, mais oui, c'était les cogiteurs. Oui. Mais les conférenciers... Les conférenciers, d'abord, il y avait Robert qui faisait... Il y avait Robert qui venait nous donner la bonne parole. Il y avait Voltaire. Il y a eu aussi des officiers de carrière de la coloniale. Eux, ils nous apprenaient les chansons. Je me souviens plus son nom, il y en avait un qui était marrant. Oui, oui. La formation était en cours. C'était bien Périclès. Nous, on aurait aimé être armés rapidement et puis entrer en guerre, faire quelque chose. Du reste, on s'est aperçu après qu'avec l'armement que l'on avait, mis à part des sabotages, on était inexistant. Et ce n'était pas l'avis de Robert. Robert, lui, il pensait à après. Et il nous a souvent dit, mais les problèmes que vous avez maintenant, ce n'est rien à côté des problèmes qu'il y aura après la défaite de l'Allemagne. Et c'est là où, dans le fond, il rejoignait Uriage, il voulait former des gens capables de prendre le pays en main après. C'est le jour où les Allemands seront partis que nous pourrons penser à la libération. Un pays n'est pas libre quand il ne peut pas être occupé, il est libre quand il ne peut plus être occupé. Autrement dit, la liberté n'existe pas sans force intérieure. Et un pays n'a plus de force intérieure quand il a perdu le sens de sa mission. Créer un monde nouveau, il fallait changer les mentalités. C'était très généreux, si vous voulez, dans sa pensée. D'ailleurs, après, il s'est lancé dans cette histoire de citoyenneté du monde, citoyen du monde. C'était une instruction civique, quoi, très généreuse. L'homme nouveau, ça se réduisait, on ratatine toutes les crapules. On bousille toutes les crapules, hein. Les collabos, tout ça.
On épargne ceux qui n'ont rien fait, mais qui étaient de cœur avec les collabos. Et puis on fait des choses moralement bien. Voilà ce que je pensais, moi. Moralement bien. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être voleur, il faut bien répartir le travail, il faut donner du travail à tout le monde, hein, l'égalité avec les femmes. Non, n'en parlez pas de ça, je suis en train de rajouter là. Moi, c'est ça que j'avais dans la tête. Le vrai, c'était ça, vous voyez. Et tout ça, ça date d'après-guerre. Devenez sympathisants au Front humain et test justificatif du Front humain nécessaire. Et vous vous rappelez de quoi ça parle? Ah non. Ben, connaître les dangers et les ennemis communs à la totalité des hommes. La paix ne peut pas être sans une adaptation exacte au nouveau réel de l'âge unitaire mondial. Conditions de l'établissement d'une paix mondiale par les citoyens du monde. Alors là, il y a 8 thèses. Non, non, j'avoue que je n'ai pas trop lu. Oh, c'est des vieux trucs. Alors là, il y avait une notice directive du Parti unitaire d'Occident. Nous avons propagé la foi unitaire et notre volonté révolutionnaire à découvrir. C'était assez fumeux, hein, comme... Comment? C'était assez fumeux, comme... Oui. Non. Comme projet après la guerre, donc il fallait... C'est des choses que nous n'étions pas bien capables de réaliser. On avait entre 20 et 24 ans et 23 ans. On était donc... on ne connaissait pas bien la vie. Je suis allé, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y avait le PC, où il n'y avait pas le PC, où il y avait le centre d'accueil. Vers l'Embauchieux, non? Oh non, non, non. Et là, il y avait l'intendance. Je suis au coin, là. Non, un peu plus bas, un peu plus bas. Là-bas. Ça c'est Aramis, c'était voilà, là. Il vous l'a peut-être montré, celle-là, non? Là, il est bien. Puis là, il m'a photographié, on venait de tuer un Allemand, mais lui, il tremblait pour prendre la photo. Alors, ça fait que je suis pas net. Mais lui, moi, je l'ai pris nettement. Il doit l'avoir. C'était idyllique le mois de septembre, hein. C'est comme cette année, quoi. Puis ça s'est gâté, et puis est arrivée la neige. Je pense que la neige est tombée fin octobre, hein. Puis on est tombé, hein, c'était... Et là ça a dû arrêter toute vie, parce que quand vous êtes dans la neige et dans le froid, hein, les cogiteurs, je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais enfin, les conférences et tout ça, ça a dû... Alors quand ils sont partis, je ne sais pas, les chefs cartes et tous ces gens-là, quand ils sont partis, ils sont repliés à Lyon. La vision idéale d'un monde fraternel, etc., il essayait de l'imposer au moment où on ne pouvait pas. Aucune idée des conditions pour arriver à ça. Autrement dit, aucune idée sur la structure institutionnelle, politique, économique, idéologique avec les journaux et tout ça. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu la structure. Il l'a vu, mais il a cru qu'il pourrait la dominer avec ses cadres à l'école. C'est ça sa naïveté. Ça, je suis sûr de ça. C'est un type honnête, Robert. Durandal, au chef de chalet. Depuis mon arrivée au camp du Jura, plus particulièrement depuis la visite des chefs départementaux et régionaux maquis et le départ de Robert.
Beaucoup de mes anciens élèves ou des nouveaux arrivants viennent me trouver individuellement et m'expriment leur inquiétude devant l'apparente inaction de cette période d'attente. Leur désarroi même de constater que le maquis ne répond pas à ce qu'ils espéraient. Les difficultés de la clandestinité, trop de responsabilités au niveau national, des illusions sur ce rêve de changer le monde par la jeunesse, personne ne sait. Mais à partir de décembre 1943, Robert ne fait plus d'apparition dans le Haut-Jura. L'école de cadres se constitue alors en différents camps. Martin, Pauli, Cyrus, intégrant progressivement les maquisards du printemps et de l'été 1944. C'est le maquis du Haut-Jura qui est né de la décomposition, comme un champignon. Il est né de la décomposition de Périclès. Voilà. Le maquis a vraiment démarré après le parachutage de Viry. Oui, ils ont eu des il faut prendre dans l'ordre. Il y a eu le parachutage de Viry où tous les camps ont été armés, Cyrus, Pauli, Tony et des machins. Et c'est là qu'ils sont venus, une partie qui sont venus à Laversane, à l'Arivoire, et qu'ils étaient au Blanc. C'était le camp Martin. Et l'attaque, elle a eu lieu le 7 avril. Le 7 avril, c'est-à-dire quand il y a eu Laversane. Alors, Laversane, depuis quelque temps, il y avait des bruits que les Allemands allaient venir. Bon, mais alors il y a eu une période où on prenait position de combat tous les matins à l'aube, et puis on ne voyait rien arriver, jusqu'au moment où les Allemands sont arrivés, et le convoi s'est arrêté devant nous. Avec Mimou, on était les premiers à notre position, avec le FM. Les autres se sont éparpillés plus ou moins. C'est là qu'on a commencé à tirer, mais les Allemands avaient l'habitude de se battre, de se battaient très bien, et ils ont aussitôt lancé une bombe fumigène, une ou plusieurs bombes fumigènes, si bien que après on s'est arrêté de tirer parce qu'on ne voyait plus rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils se sont éparpillés dans la nature derrière, il y avait des tas de fumier, ils se sont planqués et ils nous ont canardés. Il y avait des tirs de mitrailleuses qui nous passaient au-dessus de la tête, hein, et ça claque d'ailleurs, ça siffle pas, ça claque. Hein. Quand ça siffle, c'est pas dangereux, c'est quand ça claque que ça passe pas loin. Ça s'écrasait sur la falaise derrière nous, et puis au bout d'un moment, alors c'est là aussi que j'ai... la journée comme passée, on a commencé à avoir faim, et je suis remonté au camp pour chercher à manger aux copains à Aramis, et je suis descendu avec j'ai trouvé du pain et j'ai trouvé des oignons. Et mon copain, je ne savais pas d'ailleurs, mon copain Aramis, horreur des oignons, il a dit c'est tout ce que tu as trouvé, je me suis fait engueuler. Je lui ai dit, si tu trouves autre chose, tu vas le chercher. Moi j'ai mangé. Alors il a mangé le pain, moi j'ai mangé le pain et puis les oignons. Et on était redescendus dans ce trou, et c'est l'erreur qu'on avait fait. Et les Allemands avaient repéré ce trou, ils ont retiré dedans. Et nous, on a été blessés le soir, sur les coups de 3 heures, je pense. Vous avez Oui. été blessé? Oui. Le matin, il y avait déjà eu des tués chez nous. Alors après, il y a eu l'ordre de dispersion, c'était un peu le bazar. Alors moi, je suis parti de l'autre côté, je suis parti tout seul pour finir, et j'ai descendu la Versane de l'autre côté vers la rivière. Je suis arrivé à Rogna. Alors je ne suis pas rentré dans la première maison, je ne sais pas pourquoi, je suis rentré dans la deuxième, et puis ils sont occupés de moi, et puis il y a d'autres gars du maquis qui sont arrivés. Et Aramis, lui, est descendu aussi, mais il n'a pas passé la rivière, le pont le soir, il l'a passé que le lendemain. Le lendemain matin, donc, je me suis réveillé. Et puis sur le soir, j'ai dit, je vais aller à Rogna, à l'hôpital.
Je m'étais mis dans la tête qu'il y avait un hôpital à Rogna. Un hôpital à Rogna. Oui. Alors je suis parti, et je suis arrivé à Rogna. Et bien là, bien sûr qu'il n'y avait pas d'hôpital. Et il y a une dame à une fenêtre qui m'a vu arriver, elle m'a dit « Vous allez ?» Ben, je lui ai dit « Je suis à l'hôpital. » Et il m'a dit « Il n'y a pas d'hôpital là. » Oh, ça l'a fait bien l'ombre. Oh, oui. Ah, ça va y aller pour la peine à ça, là. Tu aurais appris une affaire de broquin après ton père. Tu gagnais encore plus que tu as gagné. Oh, je me fais pas de soucis pour toi, tu as bien osé. C'était une atmosphère de camaraderie assez extraordinaire. J'ai pratiquement jamais vu de dispute. Je garde le souvenir d'aucune dispute d'importance. C'était l'esprit Périclès, c'est-à-dire penser à ce qui se passera après.